Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire sur les perspectives de l'IA. On va attendre quelques minutes avant pour que tout le monde puisse rentrer dans la salle et se connecter. En attendant, donc, je suis Philippe Viexorek, je dirige l'équipe innovation dans Minalogic et j'anime la thématique IA et notamment ces webinaires. Juste, je vous demanderai de couper vos micros pendant les présentations, comme ça évitera les bruits parasites. Et je pense qu'on peut commencer. Donc, la session d'aujourd'hui est consacrée au New Space, donc au croisement de la technologie intelligence artificielle pour le New Space. Ces webinaires, en fait, cette année, on a choisi de croiser des besoins de filière avec la technologie. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir trois intervenants. Donc, dans l'ordre, Vincent Couturier-Doux, qui est le dirigeant de Data Science Expert. Arnaud Le Carvenec de CS Group, qui est le monsieur IA et Space, au sein de CS Group, et puis Jocelyn Chenussot de l'Université Grenoble, qui est l'expert nano-satellite, exploitation des données spatiales. L'idée, c'est que chacun de nos trois intervenants parle un peu de leur sujet respectif pendant une dizaine de minutes chacun. À la suite de quoi, on prendra vos questions, on échangera entre nous, on pourra réagir en fonction de ce qui nous a été présenté. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à intervenir en levant votre main à l'issue des présentations. Vincent, je te laisse démarrer du coup. Bonjour à tous, merci. Alors, je vais partager déjà. Ok. Windows, tac. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, très bien. Ah bah, c'était très bien. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Vincent Couturier-Doux et je suis effectivement le président de la société Data Science Expert, qui est donc un acteur du New Space. Et donc, je vais vous présenter très rapidement la société, nos projets et notre projet principal. Donc, en deux mots, nous sommes donc une start-up qui a été fondée en 2020 à Grenoble par une équipe d'ingénieurs et de chercheurs qui cumulent des décennies d'expérience dans le traitement de l'information et dans le machine learning. Nous avons un bureau à Grenoble et à Rome. Notre expertise, donc, c'est l'intelligence artificielle, l'observation de la Terre, le traitement du signal, la vision par ordinateur et la télédétection, et que l'on combine pour créer des intelligences augmentées pour divers champs d'application comme la gestion d'énergie, des transports, l'agriculture intelligente et les assurances. Alors, une petite photo rapidement de l'équipe lorsque la députée à l'époque et qui est de nouveau députée Camille Gaillard-Minier de la première circonscription de l'Isère nous amenait donc le prix France Relance suite à l'obtention du prix BPI Innove pour notre projet. Alors, quelques-uns de nos projets rapidement. Donc, on a fait de l'analyse d'image par infrarouge par intelligence artificielle en partenariat avec l'INRED pour faire un casque de réalité virtuelle augmentée. Nous avons aussi fait un projet Steadicast pour prédire la quantité d'énergie photovoltaïque disponible en partenariat avec Steadison. Un projet UFO, le monitoring de végétation par IA embarqué dans un CubeSat avec le CESUG, Teledyne E2V, MIA et Grenoble. Très rapidement, le projet UFO, ça consistait à compresser un algorithme très gourmand en ressources de monitoring de végétation pour surveiller la déforestation et pouvoir l'embarquer sur un processeur qui ne pouvait pas normalement donc, le faire tourner, fourni par Teledyne E2V, et donc l'intégrer sur un CubeSat, donc à partir de compression d'algorithmes d'intelligence artificielle. On a travaillé aussi avec ArcelorMittal sur de l'analyse d'images pour le tri de matériaux et le recyclage, et on a fait aussi des formations, d'intelligence artificielle. On a eu comme client par exemple Boston Consulting Group, Spaceable. Le projet principal que je vais vous présenter aujourd'hui, pourquoi donc on l'a développé? Alors, la base, c'est le changement climatique, qui occasionne une montée très inquiétante, comme tout le monde le sait, et comme l'actualité le confirme euh, tous les jours, dirais-je. La montée des catastrophes naturelles est de plus en plus importante, et ceci a un impact économique et conséquent qui est généralement assumé par les assurances. Alors, on a les assurances, nous, on s'occupe principalement de l'assurance agricole, au départ en tout cas,
Et la problématique, c'est que les assurances traditionnelles donc, ont besoin d'indemniser plus rapidement, de baisser les coûts et de réduire les erreurs. Les assurances traditionnelles envoient sur place régulièrement des experts, ce qui est très coûteux pour vérifier donc, les dégâts, pour vérifier la cartographie des dégâts. Et les assurances se basent principalement sur la confiance dans les déclarations des assurés pour donc les indemniser. Et nous, on propose un système qui permet d'utiliser la cartographie spatiale et l'intelligence artificielle pour automatiser ce process, réduire le besoin d'envoyer des experts ou leur pré-mâcher, si je puis dire, le travail avant qu'ils se déplacent, et de détecter automatiquement la validité donc, des déclarations qui ont été faites par les assurés. Et donc ce projet s'appelle Hyperion. Donc c'est un projet qui permet de faire de la cartographie des dégâts des catastrophes naturelles. Donc, elle utilise l'observation de la Terre, elle utilise de la donnée météorologique et bien sûr de l'intelligence artificielle pour établir des cartes d'impact et des rapports donc, qui quantifient l'impact de plusieurs catastrophes naturelles, à savoir les incendies, les inondations. On travaille actuellement sur le développement de la grêle et on vise à terme pour les sécheresses et le gel. Donc, on a eu plusieurs distinctions très rapidement grâce grâce à Hyperion. On a eu le prix Copernicus Masters, on a eu le prix BPI France Innov, donc on a été accéléré par Copernicus. On a été aussi soutenu par l'ESA et par le CNES. Je n'ai pas mis le logo. Et là, je passe directement sur, je vais changer, je vais vous présenter une démonstration rapide donc, d'Hyperion. Alors, un instant, comment je fais pour changer Stop sharing. Je vais changer d'écran. Voilà, donc là, on a l'interface web. Alors, c'est quoi le principe? On définit, alors vous tombez directement sur le résultat, vous m'excuserez. On définit au préalable une zone donc, géographique que l'on veut analyser, la zone qui a été frappée par une catastrophe naturelle. On définit une date, donc une zone temporelle autour de la date de l'événement et le type d'événement, inondation, incendie ou autre. Et donc, c'est envoyé à nos serveurs qui vont analyser grâce à l'intelligence artificielle et aux données satellites. Alors, on utilise actuellement le programme Copernicus autour de la date de l'événement et de la zone géographique de l'événement, donc concernée. Et on obtient une cartographie comme vous voyez ici. Alors, ici, c'est pour des inondations qui ont lieu en Australie. On voit sur la zone détectée, analysée, donc en violet les zones qui ont été inondées. Alors je vais enlever les informations pour les rajouter petit à petit. En violet les zones qui ont été inondées et en violet plus clair les zones qui ont été partiellement inondées. On peut voir ici en bleu clair les eaux permanentes. On rajoute dans notre analyse les rues, les chemins, les routes qui ont été affectées par l'inondation ou celles qui sont menacées. Et vous avez des petits points ici qui correspondent aux infrastructures qui sont menacées, soit détruites ou soit menacées par l'inondation, avec un degré donc, de danger, suivant l'intensité de la couleur. On a aussi en parallèle, pour le même événement, une carte avec la profondeur de l'eau sur donc, la zone qui a été inondée, comme on peut voir ici. Ça, c'est pour les inondations. Je vais aller vite. Ouais. Je vais vous montrer aussi une analyse. On peut faire ici une analyse historique en Camargue, où là, on n'a pas analysé un événement, mais sur une zone géographique donnée, on a, depuis la disponibilité des images satellites, donc 2016 en l'occurrence ici, on a analysé toutes les inondations qui avaient frappé cette zone de la Camargue. Et là, on voit avec un bleu plus ou moins foncé la fréquence donc, des inondations. Donc avec bien sûr là, en bleu foncé, des régions qui ont été très souvent impactées par les inondations et en plus clair, donc moins impactées. Alors l'intérêt par exemple ici, c'est pour les assurances, c'est de montrer que sur cette zone-là, par exemple,
alors que les assurances sur des zones qui sont fréquemment inondées, ils vont pas, parfois ne pas réfléchir, entre guillemets, et vont se dire on exclut ces zones-là de notre protection. En fait, ici, on peut voir qu'il y a des zones qui peuvent être a priori protégées, enfin, je veux dire, assurées, puisque, en fait, elles n'ont jamais été, sur une période donnée, elles n'ont jamais été inondées. Donc, ça permet d'avoir une gestion des risques intéressante. Je vais passer maintenant sur un incendie, pardon, en Grèce. Alors ici, on a une carte à peu près similaire sur la zone qui a été analysée. On voit l'étendue, le périmètre de l'incendie avec plus de 3 pardon, degrés de sévérité, donc extrême, destruction totale, sévère et haute, donc suivant l'intensité du jaune au rouge. On a ici pareil, on peut afficher les routes qui ont été affectées, détruites ou qui sont menacées, comme vous voyez ici, par l'incendie. Et effectivement, également les infrastructures. Alors ici, les infrastructures qui sont directement, on peut le voir, menacées. Ce qui permet de voir le degré de risque et de faire de la gestion de risque également sur ce type d'incident. Bon, alors là, pour le plaisir, on peut voir aussi une vision 3D donc, de la carte, ce qui peut être intéressant, surtout ici, là où il y a du massif. On peut voir comment l'incendie a frappé. On peut faire aussi après, là c'est sur une date, mais sur plusieurs dates successives et voir comment l'incendie a évolué. Je vais revenir en 2D. Et on est en train d'étudier un nouveau module, donc le module de grêle. Ici, moi je me dépêche. Sur un incident donc aux États-Unis. Donc là, on voit juste uniquement le périmètre de la tempête et on peut visualiser, toujours avec l'imagerie satellitaire, donc avant la tempête et après pour voir les terres agricoles qui ont été impactées et comment elles ont été impactées par donc, la tempête. On voit ici que c'est une zone qui a été détruite. Alors voilà pour la démonstration. Je vais revenir, alors vous m'excuserez, je vais revenir pour finir à ma présentation. Une analyse qu'on a faite de l'éboulement d'un pan de montagne à la rivière qui a eu lieu donc en juillet 2024 dans le Vercors. Un éboulement rocheux, donc on voit à droite, c'est très impressionnant quand on arrive sur Grenoble depuis Saint-Marcelin, depuis Valence. On voit, et même je pense en venant de Lyon, on le voit. Donc un éboulement qui était très impressionnant et on voit à gauche, on a fourni donc Dauphiné Libéré qui a publié dans un de ses articles l'étendue, donc on voit en rouge l'étendue de l'éboulement tout autour donc, du pan de la montagne originel. Voilà, pour finir, donc ce que j'ai pas mentionné, c'est que c'est des Hyperion, donc c'est un service, comme je disais, qui s'adresse aux assurances. Pour l'instant, on a travaillé par exemple avec, ça va au-delà des assurances, parce qu'on a travaillé avec la RFI, qui est le réseau euh, ferroviaire italien, qui était intéressé d'avoir la possibilité de surveiller les inondations potentielles autour de ces chemins ferroviaires, aussi la végétation pour voir s'il n'y avait pas un arbre qui pouvait tomber sur les lignes de chemin de fer, et aussi les infrastructures pour vérifier qu'elles n'avaient pas été, qu'elles avaient bien obéi aux lois cadastrales et qu'elles ne s'étaient pas trop approchées des chemins ferroviaires. Et là, par exemple, sur Hyperion, nous sommes en train de discuter avec Guy Carpenter, qui est une grosse compagnie de réassurance aux États-Unis, donc pour l'utilisation donc de notre produit. Voilà, j'espère que j'étais assez rapide. Oui, j'ai bavé un petit peu. Ouais, c'est Je vous parfait. remercie Merci beaucoup, beaucoup. Vincent. Voilà. Merci à toi. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. On y répondra à l'issue des 3 présentations. Je vais passer la parole à Arnaud. Parfait, on voit ta présentation. Ok, super. Bonjour, Arnaud Le Carvenec. Donc, je viens de CS Espace, CS Soprasteria. Juste dans le contexte pour vous situer, on est à environ 1000 personnes en Europe. On travaille avec beaucoup d'acteurs du spatiaux, en particulier tout ce qui va être comment dire, les agences nationales ou internationales européennes, les principaux
fabricant historique de matériel du spatial et avec également le New Space de façon assez importante. Là-dedans, on va couvrir quasiment toutes les types de missions. Moi, je vais plutôt parler de la partie observation de la Terre, puisque c'est principalement sur ça que je travaille au sein de CS. Et également un peu de space safety, même si voilà, c'est des sujets assez connexes. On travaille donc avec des entités qui sont du spatial, mais également on valorise la donnée pour des entités qui sont hors spatial. En particulier donc avec la défense, mais surtout on fait beaucoup de travaux pour l'agriculture, pour monitorer l'évolution des cultures, identifier les problèmes de santé et ainsi de suite. Et on fait également beaucoup de travaux sur tout ce qui va être monitoring de l'environnement, en particulier l'hydrologie. On a un gros focus sur l'hydrologie, sur la gestion des crues en particulier, et de la qualité de l'eau également. Donc, juste pour vous, donc là-dedans, moi, je me situe où je suis coordinateur des activités IA pour la branche espace de CS Soprasteria. Et donc, ça fait à peu près 9 ans que je suis architecte dans des applications downstream, donc au niveau observation de la Terre et SSA. Donc là, je vais vous présenter quelques sujets où on a utilisé du LLM. Ce que je vais vous présenter aussi, c'est quelque chose qui est très important pour nous, c'est que on les présente à des conférences. En tout cas, oui, on arrive à les présenter à des conférences. Donc là, c'était un sujet qui a été présenté en présentation orale à Space en 2024, fin 2024. Et donc, ce qu'on a montré, c'est que un des problèmes majeurs que l'on a en observation de la Terre, c'est que les utilisateurs finaux qui bénéficient le plus de l'utilisation de ces données, ce sont des gens qui sont spécialistes de leur domaine d'application, donc des biologistes, des hydrologistes, des gens qui font de l'urbanisme et ainsi de suite, et qui ne sont pas spécialistes de la donnée d'observation de la Terre. Ce que l'on a montré et ce que ça nous a permis de faire en utilisant en particulier des techniques de LLM et autres techniques IA, mais c'était principalement du LLM, c'est qu'on pouvait permettre à un utilisateur non spécialiste de l'observation de la Terre de présenter son cas d'utilisation et d'avoir une réponse où on fournit pas uniquement du texte, on va dire, comme les LLM le font généralement, mais également comment dire, une sélection d'objets d'observation de la Terre, avec également une explication de comment utiliser cette donnée dans le contexte qui avait été défini dans le use case. Et en plus, on rajoutait un peu de bibliographie, puisqu'il y avait cet aspect un peu scientifique qu'on voulait mettre pour justement que la personne qui développe son application ou son activité de recherche puisse déjà avoir une base sur sa bibliographie et des pistes pour aller plus loin dans son analyse. Voilà. Et ça, on l'a testé donc avec certains de nos experts hydrologie qui avaient un peu moins d'expérience au niveau de l'utilisation de l'objet spatial, mais beaucoup plus dans le côté hydrologie. Et on a eu des résultats et des retours très positifs sur ça. Et donc, c'est des travaux qu'on continue de mener et qu'on essaye de décliner sous d'autres types d'applications. De la même façon, on a fait évoluer donc, avec des systèmes de LLM et des graphes de connaissances pour la modélisation de systèmes de traitement de l'imagerie d'observation de la Terre. On va avoir, bon là c'est Sentinel-2, donc une chaîne de traitement qui est assez complexe. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a
extrait de façon automatisée toute la connaissance qui a été inclue dans, dans les docs dans la documentation de Sentinel-2, enfin, partie images et senseurs, pour que quand on ait une anomalie qui soit détectée dans les images qui sont produites, on puisse raisonner, faire une analyse de l'anomalie et qu'on propose également un protocole de résolution pour l'opérateur. Donc ça, encore une fois, le but, c'est... Ben, le but. Non, le but, c'est d'être utilisé en opération, mais on publie également ça, donc ça sera présenté au SpaceOps 2025, là, dans quelques mois. Et donc là, on a vu aussi une grosse valeur ajoutée, puisque ça permet effectivement aux opérateurs d'avoir une analyse plus rapide et des pistes de réflexion pour identifier quelle est la source de l'anomalie et également avoir des pistes de solutions par rapport à un protocole de résolution sur des choses qui sont assez importantes d'un point de vue réactivité. Donc là, on est vraiment sur le support opérateur. Là, actuellement, alors c'est une spécificité par rapport à d'autres acteurs industriels de CS, c'est qu'on a un CS Lab qui est localisé à Paris, Toulouse et Toulon, avec une dizaine de chercheurs et de personnes qui font des doctorants en thèse. Et donc, l'une de ces thèses qui va bientôt commencer, c'est justement sur la fusion de données au niveau de données d'observation de la Terre et de modélisation des crues. Voilà, donc c'est des choses que l'on met également dans nos activités avec, comme je disais, ce laboratoire qui fait vraiment de la recherche plutôt euh, plus orientée, recherche un peu plus long terme, donc avec des thèses à l'intérieur. On fait également, alors là, j'ai pas détaillé parce qu'on fait quand même, au final, on fait beaucoup d'IA où c'est pas forcément le cas central, mais on utilise des techniques d'IA dans la plupart de nos métiers. Donc, typiquement sur la détection de fault ou d'erreurs au niveau des télémesures, des télécommandes, plutôt télémesures d'ailleurs. Sur les calculs au niveau de la dynamique du vol. Et ça va inclure également des analyses de risque de collision et ce genre de choses qui sont plus liées à la sécurité de l'espace. Beaucoup de travaux sur l'observation de la Terre, en particulier tout ce qui va être crue, sécheresse, évolution des situations pour les plantes, pour l'agriculture. Et puis de l'IA avec des algos qui sont basés sur l'IA embarquée, et puis d'autres sujets. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu les grandes pistes de ce que l'on fait en IA. Merci beaucoup Arnaud. On enchaîne du coup avec Jocelyn avant de passer à la partie échange. Oui, donc bonjour à tous. Donc Jocelyn Chanusso, je suis directeur de recherche à ENRIA en détachement de Grenoble INP où j'étais professeur. Je vais vous parler un petit peu donc de télédétection, c'est le thème du jour. Donc télé, ça veut dire effectuer à distance et détection, ça veut dire observer, mesurer, surveiller. Donc la télédétection, aujourd'hui, c'est en plein essor. On a pour cela une multiplicité de plateformes, donc beaucoup du satellite, mais aussi de l'aérien et depuis plus récemment, l'essor de plateformes plus agiles, plus mobiles, telles que les drones. Il y a d'autres exemples. On a une diversité de capteurs, les capteurs optiques, les capteurs hyperspectraux, les capteurs radars qui vont illuminer la scène avec une onde électromagnétique et mesurer le retour, alors que les précédents vont se servir de l'illumination naturelle du Soleil, le lidar, le laser pour faire de la 3D, etc. Donc la Terre vue du ciel, c'est pas nouveau. La Terre vue du ciel, ça va être caractérisé, cette télédétection, par des problématiques de résolution. Quelle est la résolution spatiale au sol, la taille du pixel,
la résolution spectrale et puis la résolution temporelle qui caractérise le temps de visite d'un même site à partir d'un satellite, par exemple. Donc les avantages à télédétection, ça va être la capacité à couvrir une large région spatiale avec un coût réduit d'observation et puis une certaine agilité dans le cadre des drones. Donc la Terre vue du ciel, c'est pas nouveau puisque dès 1858, Nadar a pu faire peut-être la première photo de télédétection au monde depuis un ballon. Il s'était concentré sur une ville. 1858, un peu plus de 100 ans plus tard, on avait le satellite Landsat 1 qui arrivait dans le paysage. Et on a ici l'évolution des principales générations de satellites au cours du temps, avec l'évolution de la résolution spatiale. On passe de plusieurs dizaines de mètres de résolution au sol, c'est-à-dire pour chaque pixel, vous avez un carré de plusieurs dizaines de mètres, jusqu'à aujourd'hui des résolutions qui sont inférieures au mètre de quelques dizaines de centimètres. Donc vous imaginez bien que les applications sont différentes. Alors, des satellites, il y en a beaucoup en opération. Je vous ai pris ici la liste des satellites gouvernementaux en opération. Donc il y en a vraiment beaucoup, vraiment beaucoup, vraiment beaucoup, vraiment beaucoup, vraiment beaucoup, vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Voilà. Et c'est pas tout. C'est pas tout, puisque en parallèle de ces satellites opérés par les agences spatiales, donc ici on voit le dernier Sentinel-5 de l'ESA, on a tous les acteurs privés. Et aujourd'hui, on a un certain nombre d'acteurs qui vont opérer des satellites privés et vendre les données qui sont acquises. Donc la plupart sont à très haute résolution spatiale. Alors évidemment, l'IA, ça a été vraiment a changé la mise dans le cadre de l'exploitation de ces données satellitaires, comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Alors pour quelles raisons? Parce qu'on a la disponibilité d'une large quantité de données. Donc aujourd'hui, on parle d'archives de plusieurs milliers de pétabytes. Okay. On a aujourd'hui les ressources informatiques pour traiter tout ça et on a les méthodes qui permettent de le faire, que ce soit de l'apprentissage de représentation ou dans les techniques d'optimisation pour aller effectivement entraîner des modèles d'IA. Alors, ce petit extrait là que j'ai pris d'un article de The Innovation de 2024 que j'avais co-signé, on a représenté un petit peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire la diversité des plateformes, le spaceborne, l'aérien, etc. La diversité des sources de données, parce qu'on a les observations, mais on a aussi des modèles physiques, on a aussi des données qui viennent exogènes, qui peuvent venir d'un peu partout. La mise en œuvre de plusieurs techniques de traitement en sciences des données, que ce soit les statistiques, l'IA bien sûr, la théorie de l'information, etc. Tout ça donc pour traiter la diversité des modalités d'acquisition, dont je parlais tout à l'heure, et puis pour tout un tas d'applications finales, que ce soit la cartographie, la détection d'objets, l'estimation de paramètres biophysiques, en agriculture, dans le domaine urbain, dans le domaine de la météo, des événements extrêmes, etc. Alors, pour vous donner un petit exemple de la révolution qu'il y a eu du point de vue académique, j'ai pris ici le titre de quelques papiers publiés récemment dans la revue de référence du domaine. Voilà, il y a le SwinSunNet, le DLA MatchNet, le DABNet, le SSRNet, le TransUNet CD, le BOCNet, etc., F3Net, etc., etc., etc. Et si vous regardez, ils ont un peu tous la même configuration. En fait, on dit, bah, là, je vais prendre un transformer hybride. OK, ça c'est l'architecture. Pour faire quoi? Pour faire de la détection de changement, ça c'est l'application. Et puis sur des données optiques, c'est le type de données qu'on va traiter. Alors évidemment, il y en a plein. Voilà, il y a DASnet, SunNet, LANet, TemDNet, SemiCDNet, ScatNet. Donc vous avez compris, il y a un petit côté un peu comique à la répétition. Je ne jette la pierre à personne, j'ai moi-même contribué à un certain nombre de ces articles. Mais finalement, on se dit, bah, c'est facile, le prochain papier, ça va être le Jane ou le John DoNet. Et le titre, ça va être une super architecture pour une certaine application critique en utilisant des données spécifiques de remote sensing. Tout ça, c'est bien, ça peut être satisfaisant d'un point de vue académique, quoique, mais surtout, si on change l'architecture, bah, tout s'écroule. Si on change d'application, bah, tout ce qu'on avait trouvé ne marche plus. Et si on change de données de remote sensing, finalement, tout s'effondre également.
Donc, on voit bien tout de suite les limites de ce flot de publication. L'idée, ça va être de changer de perspective, quitter ces papiers en net dont on n'arrive même plus à suivre l'état de l'art aujourd'hui, pour aller travailler vraiment sur des modèles qui soient de grande taille, qui soient pré-entraînés, qui soient capables de traiter une grande variété d'applications et pas spécialement une, et puis qu'on peut ajuster au fur et à mesure. Et ça, c'est ce qu'on appelle les modèles de fondation. Les modèles de fondation, c'est un truc très classique en IA, mais qui a aussi une grande importance en remote sensing. Et pour ça, il nous faut beaucoup de données, des ressources de calcul et des méthodes appropriées. Donc, on a déjà vu ces 3 conditions précédemment et ce n'est pas un hasard. Donc, dans les tâches les plus récurrentes, on a les tâches de segmentation, de détection d'objets, de détection de changements et puis de classification, que ce soit pour détecter des algues, des maladies dans les plantations ou tout ce qu'on veut. Alors, les modèles de fondation, c'est pas nouveau non plus. Ici, je vous ai juste repris un graphique qui montre les principaux modèles de fondation en remote sensing. Donc, vous voyez qu'il y a aussi beaucoup de monde. Et si on élargit ça à la computer vision au sens large, c'est évidemment encore bien plus important. Et ces modèles de fondation, bah, ils reposent sur des architectures un peu classiques, le ResNet 50 ici. Après, on voit les transformers qui arrivent. On doit avoir les mask auto-encoders ici, qui sont des choses classiques en vision, mais qu'on voit arriver aussi dans le domaine du remote sensing. Dino, évidemment, qui est sorti de Grenoble. Et voilà. Alors, en quoi le remote sensing va différer des applications computer vision au sens large? Ben, on a peu de données annotées en remote sensing. Tout à l'heure, je vous parlais de milliers de pétabytes d'archives, mais l'immense majorité de ces données ne sont pas annotées. Et donc, on va avoir besoin de développer des méthodes qu'on appelle auto-supervisées ou du few-shot learning pour pouvoir développer ces modèles de fondation sur des grandes bases d'images. Une autre différence par rapport à certaines applications de computer vision, c'est que le côté physique des choses. La télédétection, ce n'est pas juste pour faire des jolies images, c'est pour observer des quantités physiques. Et donc, il y a une importance vraiment accrue du rôle que va jouer la modélisation physique dans l'IA et réciproquement, qu'est-ce que l'IA peut apporter à la physique. Voilà, donc pour conclure, on a les principaux challenges ici que je vois, moi, dans l'académique pour la télédétection et l'IA. On va voir l'intégration encore plus poussée de l'aspect multi-échelle. Donc, si on observe des données avec des satellites, puis avec des avions, des drones ou sur place, on a des échelles d'observation complètement différentes. Le côté multimodal, si on a de l'optique, du radar, par exemple, et le côté multitemporel, qui peut permettre soit de surveiller la détection de changements ou d'observer des phénomènes qui peuvent changer lentement, comme l'évolution d'un trait de côte, par exemple, mais qui peut aussi être pris en compte dans des stratégies d'apprentissage auto-supervisé. Le côté explicable de l'IA, il est assez important aussi en remote sensing. Les modèles de fondation, j'en ai parlé. L'aspect modélisation physique et prise en compte de ces modèles physiques dans l'IA, c'est important, je l'ai mentionné. Et puis, je termine avec le côté lightweight, c'est-à-dire faire des IA qui puissent être légères, qui puissent éventuellement être embarquées. Vincent a très brièvement évoqué un projet de CubeSat porté par le CESUG à Grenoble, qui avait effectivement démontré la capacité d'embarquer une IA, non seulement pour l'inférence, mais également pour l'entraînement à bord, ce qui veut dire qu'on peut faire du retasking du satellite au fil de l'eau, sans avoir à charger des modèles ou charger des données. Voilà, ça conclut ma présentation pour aujourd'hui. On va pouvoir en discuter. Merci beaucoup, Jocelyn. Merci beaucoup à vous trois. Vos présentations étaient très complémentaires, même si on n'avait pas pris le temps de les répéter, donc c'est très bien pour ça. Je ne vois pas pour l'instant de questions dans le chat, donc n'hésitez pas à en poser ou à lever votre main pour vous exprimer. J'en ai une première. Je commence mieux à comprendre la problématique et l'utilisation. La question que j'aurais, c'est quel est le taux de rafraîchissement de vos observations? Parce qu'on imagine bien que ce n'est pas du temps réel. Donc, entre deux observations, il se passe 1 heure, une journée, une seconde, une semaine? Je peux prendre cette première question si vous voulez. Une des missions phares de l'Agence spatiale européenne, la mission Sentinelle,
Sentinelle 1, Sentinelle 2, 3, 4, 5, le taux de rafraîchissement, c'est de l'ordre d'une petite semaine. C'est plusieurs journées, 5 jours. D'accord. C'est typique. Donc ça veut dire qu'on observe des phénomènes lents quelque part. Alors ça, c'est voilà, le satellite va repasser tous les 5 jours. Si on est dans le domaine optique et qu'il y a des nuages, va peut-être falloir attendre 5 jours de plus. Voilà. Par contre, si on prend plusieurs satellites, on peut se dire, avec toute la liste que je vous ai montrée tout à l'heure, on n'est peut-être pas obligé d'attendre 5 jours pour avoir une autre prise de vue, mais qui viendrait d'un autre satellite. Ce qui veut dire que là, il faut aussi savoir s'adapter aux changements de caractéristiques. Après, il y a une tendance, je l'évoquais rapidement avec les côtés lightweight, il y a une tendance à aller vers des constellations de CubeSats. On ne va plus construire un gros satellite comme le Landsat en 1972, on va construire des tout petits satellites, gros comme des boîtes de chaussures, et on va en avoir une constellation. Et avec ça, on a des taux de revisite qui peuvent être beaucoup, beaucoup plus faibles. Google a annoncé cette semaine le lancement d'une constellation de CubeSats dédiée qui aurait un taux de rafraîchissement inférieur à la journée. C'est-à-dire que tu pourrais avoir une observation 2 fois par jour. Et donc, eux, ils visent l'application du suivi, du monitoring en temps réel des feux de forêt. Et donc ça, ils se disent, voilà, on va pouvoir fournir aux pompiers en opération sur place une mise à jour 2 fois par jour. Mais ça, évidemment, ça n'est possible que si tu as une constellation importante de ces petits satellites. Ah, Arnaud, je te voyais hocher la tête pendant que Jocelyn répondait. Ah ouais, Je sais pas si tu pour voulais dire compléter. justement que totalement, en fait, ce qui devient super important, c'est justement cette capacité à mélanger les données de plusieurs sources, de plusieurs constellations, parce que ça augmente largement, alors à la fois la fréquence, mais également potentiellement les informations qu'on a, parce que d'une constellation ou d'un satellite à l'autre, on va aussi potentiellement avoir, déjà on peut mélanger de l'optique avec du radar, avec d'autres, et on a même au niveau de l'optique, on peut avoir des bandes différentes, et donc des informations différentes. Et donc, prendre toutes ces informations en même temps, ça devient très pertinent. Et là où on revient sur les sujets IA, c'est que justement, on utilise beaucoup ces techniques-là pour voir les liens entre les données qui viennent de différentes sources. Merci. On a une première question qui vient d'arriver dans l'espace de questions-réponses. Donc là, je vous lis la question et voilà. Donc quand vous faites de la prospection, et je comprends que c'est de la prospection commerciale, est-ce que vous pensez que c'est plus pertinent d'approcher directement les spécialistes ou il faut plutôt parler d'abord avec quelqu'un de moins technique et donc être plus généraliste et plus décideur, type un chef de service? Et est-ce que vous avez des indications sur le taux d'adoption et de la capacité ou la volonté de vos clients à payer pour des données spatiales, pour des solutions spatiales? Alors, j'ai vu que c'était pour moi. Moi, perso, je suis plutôt sur l'application, sur la résolution du problème. Donc, j'ai tendance à plutôt parler avec des. Une fois que le contact a été amorcé, au niveau des spécialistes, parce que ça permet de mieux définir le use case et de définir quelle est la valeur ajoutée. Euh, Donc, ouais, comment dire, c'est pas la même chose. C'est que le spécialiste va vous permettre de bien définir quel est le use case, quelle est la valeur ajoutée, qu'est-ce que vous pouvez fournir comme service, alors que généralement, le chef de service, c'est lui qui peut vous dire s'il va payer ou pas. C'est pas la même question qu'on pose aux deux. Donc, Ouais, clairement. pour moi, Mais c'est pas forcément exclusif. le client potentiel de CS, ça vient plutôt par le bas, par le besoin terrain, donc spécialiste, ou plutôt par le haut, la volonté du donneur d'ordre, du payeur ou du manager, quelque part. Ça va dépendre des applications. On travaille beaucoup avec avec des grosses entités. Après, on répond souvent à des questions où une grosse entité, par exemple gouvernementale ou intergouvernementale, se dit que ça pourrait être utilisé de la donnée spatiale. Mais voilà, ils ont juste cette idée qu'on peut utiliser la donnée spatiale et nous, on va rencontrer et discuter avec des spécialistes pour comprendre leur métier et voir où la donnée spatiale peut effectivement fournir de la valeur ajoutée de façon précise. Et Ok. dans certains cas, justement, on est dans l'élaboration de la solution
dans ce mécanisme-là. Et Et c'est alors, vrai même pour si, l'IA aussi, hein, les deux s'appliquent pareil. alors même si la question était pour Arnaud, j'ai envie de la poser également à Vincent. Tes clients, toi, Vincent, c'est plus des gens du terrain ou plus des décideurs? Alors, tout ce qu'a dit Arnaud, j'ai envie de répondre la même chose. Il vaut mieux parler à toutes les personnes qui sont plus dans la technique, etc. Parce que c'est eux, comme dit Arnaud, qui vont vraiment définir le besoin et qui vont vraiment orienter nos travaux. Mais après, bon, c'est toujours l'entité au-dessus, le chef de projet, qui va décider, qui va faire le lien entre le besoin qui est exprimé et la politique globale de la société du client et voir si on peut avancer sur quelque chose, on peut travailler ensemble ou pas, quoi. Mais je pense qu'il faut, comme l'a dit Arnaud, il faut de préférence parler directement à la personne qui est en premier lieu, voilà, qui permet de comprendre le besoin technique et de comprendre comment exploiter les données satellitaires pour répondre à un besoin. Je Merci. peux intervenir sur cette question, juste un petit point. Bien sûr. La question se termine, la volonté de payer pour les données spatiales aujourd'hui. En fait, il y a deux aspects. On voit des acteurs qui arrivent sur le marché en opérant leur propre satellite ou constellation et en vendant la donnée, mais on peut aussi avoir envie non pas d'acheter de la donnée spatiale, mais envie d'acheter un service. Et là, il y a d'autres acteurs qui vont faire l'interface entre les données et le service. Et le client, quelque part, le service, c'est le service qui l'intéresse et pas forcément la source des données ou quoi, ça peut être transparent pour lui. Et ce qui veut dire que l'intermédiaire, comme DSE et comme CS, vont interagir avec les fournisseurs de data. On voit certains acteurs qui arrivent, je pense à Kuva Space, qui a fait une constellation de CubeSat hyperspectraux. Eux, ils ne vendent que le service. Ils vendent même pas la data. Tu peux pas avoir accès à leur data, ils vendent que le service. Et sur d'autres acteurs comme ICEYE ou autres, on voit une tendance de ces gens qui font de l'acquisition satellitaire à étendre un petit peu leur position sur la chaîne de valeur, où ils vont faire un petit peu les deux, finalement, le mix entre je vends de la data, mais en même temps, je peux aussi vous vendre la data traitée pour remplir tel ou tel service. En fait, c'est moi qui ai posé la question. Donc, merci pour les réponses. Je travaille pour l'Agence de développement économique pour l'Écosse. Et comme vous savez, il y a beaucoup d'activités en Écosse, énormément. Et d'ailleurs, si jamais vous cherchez des partenaires pour des projets, n'hésitez pas à venir me voir. Mais j'ai posé la question surtout parce que moi, je fais de la prospection. Mais je suis responsable tech. Donc, un jour, c'est un fourgon pour les pompiers. Un autre jour, c'est fintech. C'est très varié. Donc, je suis très généraliste. Et donc, pour moi, c'est très difficile de faire de la prospection directement auprès des gens qui sont vraiment spécialistes. Et c'est pour ça que j'ai posé la question, pour savoir si je perdais mon temps. Ok, merci beaucoup. On a une autre question qui concerne un peu le flux de vos clients. Alors, ça représente quoi, je pense, en volume mensuel, annuel? Et puis, est-ce que vous voyez une évolution de la demande ces dernières années avec justement l'ouverture des données spatiales? Je ne sais pas qui peut répondre. Ouais, j'ai commencé à répondre. Alors, je dirais que nous, on est une petite structure, hein. On est une start-up, donc on a un nombre de clients annuel qui est inférieur à 10. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, il y a un intérêt croissant dans le spatial parce qu'on en parle de plus en plus et qu'il y a certains clients qui veulent juste pas louper le coche et voir qu'est-ce qu'il est possible de faire avec et se renseigner et être au courant de toutes les possibilités qu'offre le spatial. Donc il y a, même si bon, parfois il y a pas ils n'ont pas forcément de besoin, mais en tout du moins ils sont curieux. Et je pense qu'il va y avoir un intérêt grandissant, bien sûr, dans les possibilités du spatial. Arnaud ou Jocelyn, vous voulez commenter? Ou pas Moi, forcément? j'aurais tendance à dire, je pense que ça rejoint ce qu'a montré Jocelyn dans sa présentation, le nombre d'acteurs. Il y avait un truc qui était super intéressant, c'était les dates aussi. Et on voit que ça s'accélère beaucoup. C'est de plus en plus facile et de moins en moins coûteux
d'envoyer un satellite ou des cubes satellites dans l'espace. Donc, il y en a de plus en plus. Ce qui fait que mécaniquement, il y a beaucoup plus de données qui sont disponibles. Et vu qu'il y en a beaucoup plus, le prix est plutôt en train de décroître. Ce qui fait que leur utilisation est beaucoup plus facile. Faut penser qu'il y a une vingtaine d'années, pour avoir un satellite à ce câble, grosso modo, il fallait être l'armée, en gros. Maintenant, c'est plus du tout le cas. N'importe qui peut faire des demandes d'observation de la Terre sur une zone d'intérêt assez facilement. Et là où ça devient intéressant, justement, c'est vu qu'il y a tous ces flux, et plus que le volume unitaire, c'est plutôt la démultiplication des flux qui a été augmentée. C'est comment on fait pour valoriser le bon au bon moment. Et c'est là où est pour nous, en tout cas, le vrai challenge actuellement. L'ordre de grandeur si je veux avoir une observation sur, je sais pas, la Savoie ou etc., parce que ça m'amuse de voir l'enneigement ou etc., c'est quoi l'ordre de grandeur du coup? Ça dépend. Si vous voulez regarder toute la Savoie pour l'enneigement, prenez de l'œil Sentinelle, c'est gratuit. D'accord? Voilà. Ouais. Par contre, si vous voulez regarder votre maison, votre jardin pour l'avoir en photo, bah, il y a des opérateurs privés qui vous feront une vidéo, une image à quelques milliers d'euros. Si vous avez une maison raisonnable, je ne sais pas si vous avez un grand manoir, peut-être Ah, plus j'ai que pas un ça, grand mais château, non. Mais je mettrais pas 1 millier d'euros pour avoir une photo de mes fleurs satellitaires. chacun fait les photos qu'il Non, veut, mais quoi. c'était pour le. Mais Parce voilà, c'est qu'effectivement, quelques milliers d'euros maintenant pour avoir une photo de haute résolution. effectivement, le corollaire de la question, c'est le coût d'accessibilité aux données. Et effectivement, il y a cette problématique de est-ce que j'achète des données ou est-ce que j'achète un service? Et effectivement, le marché n'est peut-être pas encore complètement mûr par rapport à ça. Enfin, je ne sais pas si vous Il n'est Si pas vous voulez exclusif. commenter sur la maturité, ouais, c'est pas exclusif, mais est-ce que la tendance, c'est demain, je veux faire des observations et j'achète des données, ou est-ce que demain, il y aura plein de fournisseurs de services qui couvriront tous les cas d'utilisation? Je pense que les données, certaines sont en accès libre, effectivement, les programmes Sentinelle. Néanmoins, l'utilisateur final, aujourd'hui, je ne le vois pas aller se pencher sur le pipe de l'ESA pour récupérer les données. Il y a d'énormes efforts qui ont été faits d'accessibilité. Maintenant, mais malgré tout, du point de vue de l'utilisateur final, à mon avis, le coût, on parle de coût, mais pas de coût monétaire, le coût en termes d'énergie, de temps de travail et d'expertise, le coût d'entrée pour récupérer ces données, même si elles sont gratuites, il est quand même pas négligeable. Après, il y a aussi la question de l'IA, et c'est un peu la même question, c'est ce que disait Arnaud tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a 20 ans, on codait un réseau de neurones, on se codait les neurones un par un. Aujourd'hui, on prend n'importe quelle librairie et en 5 minutes, on code n'importe quelle architecture et on lui donne des gigas de données en entraînement et voilà, en 2 lignes de code, c'est fait. Mais c'est pas ça l'expertise IA. C'est-à-dire que même si a priori c'est gratuit aujourd'hui de développer de l'IA, pour faire quelque chose qui est pertinent, qui marche bien, qui est raisonnable, qui est robuste, etc., il y a une expertise, et cette expertise, l'utilisateur final ne l'a pas non plus a priori, même si ça se démocratise, même s'il y a des formations en ligne, etc. Si c'est quelqu'un dont c'est pas le métier, il n'aura ni l'expertise réelle d'accéder aux données de télédétection, ni l'expertise réelle en IA. Donc il y a forcément de la place pour l'intermédiaire qui va combiner les deux. En fait, ces deux expertises doivent se retrouver ensemble. Et c'est justement là où je me permets, où on se situe, et pour amener justement à faire du sur-mesure aux clients et pour utiliser l'expertise pour amener au mieux à répondre à ses besoins en utilisant l'intelligence artificielle et l'imagerie satellitaire. Merci. En attendant d'autres questions, il y a une autre chose que je n'avais pas vu venir et que je pense que c'est dans ta présentation, Jocelyn, où tu parlais effectivement de modèles fondation pour le sensing. Ça veut dire, l'analogie que je ne peux pas m'empêcher de faire, c'est avec les larges modèles de langue, évidemment. Donc, on les a vus émerger rapidement, mais surtout avec une intensité capitalistique frénétique, donc beaucoup de dollars, beaucoup d'euros, et puis surtout avec une gourmandise énergétique et de puissance de calcul monumentale. Ça veut dire que demain, on s'achemine vers quelque chose de similaire sur les technos de remote sensing ou pas? On est sur la même ordre de complexité, donc ça veut dire
même puissance de compute et beaucoup de milliards d'euros? Alors, on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur du tout, euh, ni les mêmes ordres de grandeur financiers. Ok. Par contre, dans l'esprit, tu vois, les modèles de fondation qu'on voit arriver, finalement, ils vont chercher à avoir des données avec une grande diversité à l'échelle du globe et pas juste entraîner sur un bout des Alpes, machin. Ils vont essayer d'avoir plusieurs tâches aval. Je sais pas, on va faire à la fois la détection de changement, de la segmentation, la classification, etc. Et pas juste un truc, détecter la maison de Philippe en Savoie. Mais au final, ça reste aussi limité malgré tout, parce qu'on n'a pas la capacité, ni même la vision d'apprendre. L'alternative à ça, c'est d'apprendre le monde. Apprendre le monde dans toutes ses modalités possibles d'observation, dans toutes ses résolutions, dans toutes ses saisons, dans toutes ses applications. Et là, on retomberait sur des choses extrêmes. Là, j'ai envie de dire qu'entre je prends mon petit dataset avec ma petite application et j'apprends le monde, on est sur un truc un peu intermédiaire où on essaye de gagner en généricité, en robustesse, mais sans non plus avoir les mêmes ordres de grandeur de complexité qu'on a dans les très gros modèles de langage. Okay. Et s'il y avait des freins à l'adoption, parce que ce que je comprends de vos discours, c'est que aujourd'hui les données sont là, on arrive presque à une précision centimétrique, alors avec un taux de rafraîchissement qui est loin du temps réel, mais on commence à être à la journée ou à la demi-journée. C'est quoi le frein à l'adoption? Parce que on va avoir des modèles génériques, on a des données, on a des coûts qui vont diminuer ou rester acceptables. Il y a peut-être une barrière effectivement d'expertise, j'entends. Et quel autre frein il y a à ça? Je veux dire, l'entreprise, on va prendre un public d'entreprise. Est-ce que c'est des gens qui sont familiers avec la technologie, qui comprennent bien les tenants, les aboutissants, qui ont une appétence? Ou est-ce qu'il y a d'autres freins à l'acceptation de l'IA dans l'exploitation des données spatiales? Mais il y a le côté explainabilité. Mais ça, c'est vrai dans tout ce qui est IA. Clairement, c'est un frein. Comment il se matérialise? Parce que je vois bien sur une décision d'IA traditionnelle, l'explicabilité dans des IA comme ça. Bah, en fait, c'est lié au fait que derrière un modèle physique et que beaucoup d'applications IA prennent pas forcément en considération ce modèle physique actuellement et se basent D'accord. plutôt par la répétition. Et donc, le delta entre le modèle physique et le résultat de l'IA, c'est une vraie question. On le voit en particulier, alors c'est lié avec l'observation de la Terre, puisque ça en découle, sur tout ce qui va être prévision météorologique, où de plus en plus, justement, au lieu d'avoir des... Historiquement, ce sont des modèles physiques très, très complexes, avec des... Là, c'est comment dire, des bâtiments entiers qui permettent de générer les prévisions. Là, maintenant, il y a des choses qui sont beaucoup plus petites d'un point de vue empreinte énergétique, basées sur des modèles IA. Par contre, on se décorrèle potentiellement beaucoup des modèles de la réalité physique, en fait. Et ça pose des vraies questions de est-ce qu'on est capable d'expliquer le lien entre le modèle et la physique réelle. D'accord. D'autres freins à l'adoption? Vous voyez ou pas? Avant-hier, là, j'ai vu une présentation d'un étudiant entrepreneur de la Pépite Osée qui travaille en Suisse sur son application autour l'application, c'est l'intelligence artificielle, l'observation satellitaire pour le real estate market, comment c'est Marché immobilier. Le marché immobilier, voilà. Et il voulait transposer son activité en France et il se trouve confronté à un frein qui n'est pas du tout un frein technique ou d'observation, qui est un frein qu'il a besoin de données exogènes du style le registre cadastral, des trucs comme ça qui sont détenus dans plus de différentes administrations et qui sont soit pas disponibles, soit pas sous le bon format, etc. etc. Bon, là, c'est un exemple particulier qui me vient à l'esprit, puisque
Mais après, effectivement, il n'y a pas vraiment d'obstacle majeur aujourd'hui à ça. Sachant L'utilisation que de l'IA du remote sensing, oui. Sachant que plus globalement, au niveau de l'IA, un des freins, c'est le côté légal quand même, qui va s'imposer. Et c'est vrai que pour l'instant, d'un point de vue observation de la Terre, on est assez épargné par ce côté-là, puisqu'il n'y a pas un peu d'informations personnelles. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas un problème majeur. Et je voulais revenir sur je ne sais plus lequel d'entre vous a parlé de Google qui lance sa flotte de satellites. Avec notre contexte géopolitique, où on se rend compte qu'on dépend peut-être un peu trop de certaines puissances qu'on pensait amies et qui sont peut-être un peu moins amies. Ou, bon, voilà. Du coup, il n'y a pas un risque effectivement que on dépende d'acteurs privés pour avoir ces données-là? Aujourd'hui, l'Agence spatiale européenne a été vraiment fer de lance et pionnière et exemplaire dans la mise en place des missions, qui sont des missions européennes, ok, et puis dans la distribution des données, qui sont données de manière ouverte, totalement ouverte, et aussi dans la mise en place d'un écosystème industriel européen dans l'exploitation de ces données. C'est-à-dire que l'ESA soutient pas mal d'entreprises en Europe qui visent à valoriser ces données pour des applications et des services spécifiques. Donc j'ai envie de dire qu'il y a vraiment un rôle central de l'Agence spatiale européenne et des agences spatiales nationales, évidemment, dans l'irrigation, le développement de tout un écosystème scientifique et industriel autour de ces données de satellitaires, indépendamment de ce qui se passe en Chine ou aux États-Unis, qui sont les deux autres gros acteurs du domaine. Et je ne veux pas polémiquer, et peut-être que ma question est un peu naïve, mais pour moi, les agences spatiales nationales ou européennes, ça ne reste pas de l'ouverture des données privées. Je ne suis pas du domaine, donc excuse-moi si je dis une grosse bêtise, mais un Google qui lance des satellites ou un SpaceX qui fait des fusées qui réatterrissent, on est là sur des acteurs complètement privés qui ne sont pas du tout gouvernementaux, à l'opposition de la NASA ou de l'ESA, etc. C'est là où Tu peux regarder la part de financement public de SpaceX. D'accord, ils sont majoritairement, enfin, ils sont bien financés publiquement aussi. J'ai pas le chiffre, mais d'accord. Oui, non, mais je savais pas, je les voyais que privés. Mais... à la NASA, ouais. Après, ils font aussi des tirs privés, mais après, nous, on n'a rien d'espace, hein, qui est un acteur européen. Après, pour rebondir, à la fois l'ESA et les agences nationales, par exemple le CNES, elles contractualisent des opérateurs de satellites pour de l'obtention de la donnée. Pour ce qui est une façon de stimuler des acteurs privés de mettre des satellites en orbite pour de l'observation de la Terre ou observation d'autres satellites. Ok. Je vois que le temps file, comme tous ces webinaires, on manque toujours de temps, donc bon, désolé pour ça. Merci beaucoup à vous trois, c'était vraiment passionnant. Je découvre toujours des nouveaux domaines. Alors, je connais un peu l'IA, mais je ne connais pas toutes ces applications, donc j'apprends un peu plus sur le spatial et le New Space. Donc, merci pour ça. La session sera diffusée en replay, on le sera publié sur les chaînes YouTube de Minalogic et de MIAI. On se retrouve le 18 avril, cette fois-ci pour croiser l'IA avec la filière du textile, donc un autre monde. Évidemment, on diffusera dans le replay les coordonnées de nos trois intervenants. Donc, si vous voulez interagir avec eux, en savoir plus ou voir leur proposer des collaborations, je pense qu'ils vous accueilleront les bras ouverts. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bon week-end. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.